Bonjour et bienvenue. Bienvenue à cette conférence intitulée Hasard et chaos, vos alliés en recherche d'emploi. Je m'appelle Marie-Noëlle Dessèvres, je suis conseillère d'orientation chez Brisson-Legris. Chez Brisson-Legris, on est toute une équipe de professionnels du développement de carrière, donc des conseillers et des conseillères d'orientation, tant au service aux individus qu'au service aux organisations. On offre aussi des services aux écoles au niveau des mesures et évaluations. Donc, oui, vous avez bien entendu, hasard et chaos. Deux thèmes assez inhabituels, j'en conviens. Lorsque j'ai donné cette conférence il y a un an, ça prenait une toute autre signification qu'à ce jour aujourd'hui, en 2020. Je crois qu'une situation chaotique, on a un bel exemple derrière nous et nous sommes encore en train de vivre cet exemple de chaos. On peut parler de hasard aussi, donc qui a effectivement un impact sur tous et notamment sur l'employabilité. Il y a des choses qui ont changé. Alors, avec cette conférence-là, avec cette approche-là, déjà avant la pandémie, moi, ce que j'aime, c'est essayer de considérer le parcours linéaire qu'on est habitué de considérer, mais de regarder un petit peu l'apport du hasard là-dedans, puisque que ce soit dans nos rencontres, dans nos activités, dans notre vie professionnelle, c'est le hasard souvent qui va additionner nos décisions ou additionner de ce qu'on en fait, nous amener à un endroit ou à l'autre. J'essaie de changer la diapositive. Oui, voilà. Donc, on va partir de ce postulat. Les événements imprévus sont normaux et nécessaires. Donc, dans la société occidentale, on fait beaucoup d'efforts pour restreindre les facteurs liés au hasard. On essaye souvent d'adopter une logique hypothético-déductive, donc vraiment une espèce de vision linéaire de la carrière, donc de décision, de prise d'action, etc. On laisse peu de place souvent à l'intuition et la globalité. Donc, on utilise peu ces approches-là pour appréhender les événements et leur donner une signification. Oui, il y a des auteurs qui vont aborder l'orientation ou le choix de carrière ou la vie professionnelle de cette manière, donc un petit peu plus linéaire, et d'autres vont parler justement des événements imprévus porteurs de sens. On en vit tous et ils ont souvent une grande place dans notre vie professionnelle. On va regarder ça tantôt. Alors, la vie professionnelle ne peut pas être prédite d'avance. Donc, prenons par exemple quelqu'un qui a attendu l'année 2020 pour entamer sa carrière en aviation, en tourisme. Alors, 2020, c'est mon année. Je vais faire ma formation d'agent de bord. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait mal aller. Le tourisme va bien. En mars 2020, je commence. Tout va bien aller. Oups! Donc, vous voyez, ça, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être prédit d'avance. Et une vie professionnelle partant de la naissance d'un enfant jusqu'à qu'est-ce qu'il va vivre, qu'est-ce qu'il va expérimenter, quels sont les facteurs biologiques et sociaux qui vont influencer son développement, jusqu'à la vie professionnelle en tant que telle. Il y a tellement de facteurs à considérer qu'il y a plusieurs choses qui sont difficiles à prédire d'avance. Donc, c'est sûr qu'en tant que conseillère d'orientation, quand quelqu'un vient dans mon bureau et me dit « Je veux savoir exactement où je serai dans 5 ans », je ne peux pas travailler avec le « exactement », malheureusement. Est-ce qu'on peut restreindre les choix? Est-ce qu'on peut se préparer? Est-ce qu'on peut planifier? Oui. Est-ce qu'on peut prédire? Non. Donc, vous aurez probablement remarqué que l'humain est un système dynamique et complexe, en constante évolution, le marché du travail aussi. Donc, ce n'est pas tâche facile de faire un pairage entre ces deux entités-là. Mais c'est aussi de garder en tête que c'est des systèmes en mouvance, c'est des systèmes changeants. Donc, quelque chose qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai dans 6 mois. Quelque chose qui était vrai il y a 6 mois n'est certainement plus vrai aujourd'hui. Bon, pas pour tout, mais pour certains sujets. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là que je vais aborder justement l'apport du hasard et du chaos dans la vie professionnelle. Donc, partons d'une trajectoire professionnelle d'un individu. Qu'est-ce qui peut être prédit d'avance? Pas grand-chose. Qui aurait pu prédire que mes parents se rencontreraient dans une discothèque de Sherbrooke? Qui aurait pu prédire la course aux spermatozoïdes gagnants qui fait la personne que je suis aujourd'hui?
Au niveau d'influence génétique, là, on part de la base. On part vraiment du développement dès le départ du parcours professionnel d'une personne. Donc, c'est prédictible dès le départ. Alors, bien sûr, il va y avoir l'influence génétique, un mélange de notre bagage et un mélange de traits aussi aléatoires qui vont influencer notre personnalité. On va parler des expériences d'apprentissage, que ce soit expérimental ou associatif. Donc, quand j'expérimente quelque chose, je l'apprends, ou en regardant, ou en quelqu'un faire, ou en lisant. Les conditions d'environnement, que je naisse dans un bidonville en Inde ou dans une grande maison à Westmount, évidemment, je n'aurai pas les mêmes conditions nécessairement. Et il y a toutes sortes d'autres conditions à considérer, l'importance attribuée aux études, à stimulation, etc. Les événements vécus. Évidemment, on n'a pas toutes la même chance, malheureusement, pour notre parcours de vie. Les parents et les tuteurs, les groupes de pairs, les paramètres éducatifs et la justice sociale, donc l'accès aux études, l'accès au matériel des études, la disponibilité mentale pour travail, études. Est-ce que moi, j'ai dû aider mes parents à subvenir à leurs besoins depuis l'âge de 13 ans ou au contraire, on me supporte pendant mes études pour que je puisse me concentrer le plus possible. Donc, il y a toutes sortes de choses qui viennent influencer notre parcours professionnel. Alors, happenstance, serendipity, donc c'est des mots qui vont souvent être utilisés dans les théories du hasard. C'est la capacité à être au bon endroit au bon moment. Alors là, je ne parle pas de super pouvoir à la héros de Marvel. Je parle davantage d'être en mesure de créer des moments qui peuvent devenir des opportunités, de reconnaître l'opportunité, de l'attraper et de aussi faire mousser les opportunités. Donc, on va regarder ça un petit peu plus concrètement tantôt. Sérendipité, à part être une comédie romantique des années 90, c'est aussi une disposition d'esprit, justement, qui va rendre les découvertes possibles en étant disposé et attentif à ce qui nous entoure. C'est également la capacité à tirer des enseignements des découvertes fortuites. On va donner des exemples plus complets tantôt. Évidemment, là, je suis toute seule devant un écran. Je ne peux pas y aller d'exemples de personnes autour de moi, donc je vais devoir y aller avec mes propres exemples, mais en réfléchissant à mon parcours professionnel, que ce soit mon choix de carrière, que ce soit mon emploi actuel ou même mon entrée sur le marché du travail, il y a beaucoup de choses qui sont attribuables au hasard. Mon emploi présentement, comment je l'ai obtenu? Une publication Facebook. Une publication d'un contact qui me disait « On cherche une pigiste chez Brisson-Legris ». N'ayant pas été connectée cette journée-là, n'ayant pas eu cette personne-là dans mon réseau, n'ayant pas réagi à cette publication-là, alors que moi, ce que je cherchais, c'était du temps plein et on offrait du pigiste, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est un peu d'être capable de cibler aussi des découvertes fortuites ou de les créer à partir d'événements hasardeux. Théorie du chaos, un mot surprenant, j'en conviens. Moi, c'est une théorie qui m'a intéressée, surtout depuis le visionnement de mon film préféré, Jurassic Park, le parc Jurassique, celui qui est sorti dans les années 90. Pourquoi on parle de la théorie du chaos? C'est que oui, on contrôle les paramètres, on contrôle certains paramètres, mais ce qui se passe après, c'est du chaos. Donc là, vous connaissez peut-être la fin, les dinosaures se révoltent et bon, peu importe, je ne veux pas dire la fin du film. C'est un peu la même chose en recherche d'emploi. Donc, moi, si je prépare mon CV, si je prépare ma lettre de présentation, je connais l'organisation, je vais remettre mon CV, ça, c'est la partie que je contrôle. Le reste, dans quelle main ça va arriver, qui va le considérer? Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est un robot qui va le recevoir? Donc, tout ça, c'est du chaos parce que j'en ai aucune idée et j'ai aucun contrôle là-dessus. Donc, cette théorie-là, on va l'utiliser en complémentarité avec les théories plus traditionnelles qu'on connaît. Donc, tu sais, c'est pas pour oublier toutes les bonnes pratiques qu'on connaît, CV, entrevues, etc. C'est vraiment pour essayer d'intégrer ça à notre manière de réfléchir. Donc, comme j'ai dit tantôt, l'individu est un univers complexe, dynamique, non linéaire, unique, émergent, intentionnel et composé de systèmes ouverts, interagissant avec un environnement composé de systèmes ayant des caractéristiques similaires. En toute simplicité, n'est-ce pas?
Alors, c'est un peu l'exemple qui est donné dans ce film. Alors, donc, c'est le professeur qui explique que oui, bon, génétiquement, on a créé des dinosaures, on contrôle ça, sauf qu'on ne contrôle pas ce qui va se passer par la suite. Il lui explique, là, avec l'exemple d'une goutte d'eau, oui, je contrôle où je mets la goutte d'eau sur ta main. Par contre, est-ce qu'elle va aller à droite, à gauche? Est-ce qu'il y a des irrégularités dans la peau? Est-ce qu'il y a un coup de vent? Tout ça, c'est du chaos. Donc, je ne peux pas contrôler cette partie-là. Alors, comme je disais, c'est d'essayer de d'assurer de la complémentarité, justement, de ces deux types de pensées. Alors, je vais vous donner des exemples un petit peu plus concrets parce que ça reste flou, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est des trucs qu'on contrôle. Donc, l'espèce de pensée convergente ou la pensée de probabilité. Donc, qu'est-ce que je contrôle, moi? Bien, faire une analyse détaillée, notamment de mes compétences, de ce que j'ai à offrir, mais aussi de ce qui est disponible sur le marché du travail. Vous avez probablement déjà entendu parler du marché caché. Donc, tu sais, ça, c'est des analyses détaillées qui ont été faites pour s'apercevoir que ben, une bonne partie des postes, et là, je n'ai pas les chiffres exacts, 75, 80, les chiffres exacts à ce jour, c'est ce que je veux dire. Un bon pourcentage ne se trouve pas sur Internet, ne se trouve pas sur les réseaux. Donc, bien sûr, quand on connaît ça, on sait un petit peu plus comment s'y prendre. Donc, ça fait partie de l'analyse qu'on doit faire avant, de faire une liste d'employeurs potentiels, par exemple, d'utiliser les outils à notre disposition pour le faire. D'avoir les bons outils adaptés pour chaque emploi, donc un CV qui est modifié en fonction de mon objectif, d'avoir une lettre de présentation adaptée, appropriée, d'avoir des outils de qualité aussi, ne pas avoir de taches de moutarde sur mon CV, par exemple, ou de fautes d'orthographe. D'avoir rassembler de l'information juste et fiable. Donc, évidemment, de connaître l'organisation où est-ce qu'on postule, de connaître les valeurs, de connaître la mission. De procéder avec attention et précision, bien sûr. Je vais essayer d'avoir le bon nom de la personne, des ressources humaines à qui je m'adresse. Ou encore, c'est ça, d'étudier l'économie des tendances sociales, d'étudier où est-ce qu'il y a de l'emploi. Là, présentement, vous avez peut-être constaté que tourisme, art et culture, c'est un petit peu plus difficile pour l'instant. Par contre, on constate des besoins ailleurs dans tout ce qu'on a abordé en tant que service essentiel, dans la construction, dans les rénovations, dans la sécurité. Il y a beaucoup de demandes présentement. De faire des choix éclairés, évidemment. Donc, tout ça, en fait, c'est des choses qu'on aborde beaucoup avec nos clients en rencontre. Alors, CV lettres, il va probablement avoir d'autres outils à ce niveau-là. Il y en a aussi beaucoup sur le site web de Brisson-Legris. Vous passez faire un petit tour. Se préparer pour l'entrevue aussi, c'était le thème d'une autre de mes conférences. Donc, bonne nouvelle, il n'y a que 4 thèmes qui vont être abordés dans les entrevues de sélection. L'expérience, la formation, la personnalité et la motivation. Donc, une fois que je suis préparée en fonction de ces 4 thèmes, je suis préparée pour toutes les questions finalement. Si on me demande quel animal êtes-vous, qu'est-ce qu'on veut savoir? Ma personnalité. Donc, toujours avoir des exemples concrets aussi. Comme je dis souvent, moi, si je dis en entrevue, je suis dynamique, est-ce qu'on me croit? Si je dis je suis dynamique, tellement que dans un ancien emploi, on m'invitait dans les réunions d'équipe où je n'étais pas concernée parce qu'on me disait, Marina, on a remarqué que quand tu es là, les gens se réveillent, tu es dynamique, tu poses des questions, donc ça fait en sorte que ça énergise l'équipe. Donc, on aimerait ça que tu sois là, même si la réunion ne te concerne pas puis que tu ne travailles pas sur ce projet-là. Donc là, vous voyez, c'est un exemple un petit peu plus concret. Déjà, on me croit un petit peu plus. Faire des listes d'entreprises, on en a parlé, IMT en ligne, se vêtir de manière appropriée, avoir une bonne hygiène, bien sûr. Faire des suivis auprès des employeurs, bien évidemment, manifester notre intérêt, notre enthousiasme à faire partie d'équipe. Utiliser les moteurs de recherche d'emploi, les réseaux sociaux professionnels, bon vieux LinkedIn, bon vieux Facebook aussi parfois, bon, évidemment avec réserve, là, bien sûr, mais pourquoi pas? C'est comme ça que j'ai obtenu mon emploi. Et envoyer des candidatures spontanées, c'est-à-dire il n'y a pas d'offre, mais je souhaite vraiment travailler pour cette organisation, donc je vais proposer ma candidature en proposant mes compétences que je peux apporter pour le type de mission de l'organisation. Donc là, l'autre type de pensée, la pensée émergente ou la pensée de possibilité. C'est-à-dire, là, c'est la pensée un petit peu plus
hasardeuse et chaotique, si je dois dire. Donc, d'essayer de combiner les deux types de pensées ensemble, ça serait l'idéal. Donc, assumer ses responsabilités, c'est-à-dire faire des activités exploratoires. Donc, ne serait-ce qu'un texto, un appel, un courriel, une visite chez des amis, bon, avec les mesures sanitaires, évidemment. Donc, pour générer des événements imprévus. Donc, des fois, qui sait qui on peut rencontrer? Est-ce que la belle-sœur du cousin de mon ami va peut-être travailler pour une organisation qui m'interpelle, puis peut-être qu'en me manifestant, peut-être que on va pouvoir garder contact, peut-être qu'il va me prévenir s'il y a une ouverture. Bon. Reconnaître qu'on ne peut pas tout savoir. J'ai des gens, des fois, qui me disent « Je veux savoir exactement qui va embaucher dans un an. » On a eu un bel exemple cette année que c'est difficile à savoir, d'autant plus présentement. Refuser de laisser la peur nuire à l'action. Donc, ne pas agir est une action en tant que telle. Donc, ne pas prendre de décision est une décision, c'est-à-dire de l'inaction. Donc, aborder le futur avec un petit peu plus d'optimisme. Là, je suis dans la mesure du possible, puis je comprends que parfois c'est difficile, mais bon. Comme je disais aussi, après l'événement, essayer d'initier des actions qui permettent d'en bénéficier. Donc, bon, la personne avec qui j'ai gardé contact, ben, pourquoi pas la relancer dans 2 semaines. Donc, rechercher des connaissances nouvelles et enrichissantes, tolérer l'ambiguïté. C'est difficile, mais oui, il y a beaucoup d'incertitudes, d'ambiguïté, d'incohérence parfois. Ça fait partie de la vie. Faire place à son intuition dans son processus de choix. Moi, l'intuition, c'est un concept qui me dérangeait un peu. Je trouvais que ça semblait ésotérique. Donc, j'ai beaucoup posé de questions là-dessus dans mes cours à l'université. Puis ce que j'en ai compris, en fait, c'est qu'il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. C'est des informations qui sont emmagasinées sans qu'on s'en rende compte et qui, selon nos propres mécanismes, vont ressortir un peu avec des conclusions. Donc, c'est-à-dire, ouh, ça va pas là, ouh, tel endroit, peut-être pas pour toi. Donc, c'est peut-être des événements que, inconsciemment, des éléments qu'on a emmagasinés et qui nous donnent des conclusions. Donc, l'intuition, c'est pas ésotérique nécessairement, c'est des fois quelque chose qui va se faire un petit peu plus de manière inconsciente et qui va peut-être nous donner des intuitions, justement, ou des messages ou des impressions qui sont parfois bénéfiques à écouter. Surmonter la peur de l'erreur, évidemment. Donc, on va en parler tantôt. Faire une erreur, c'est merveilleux parce que faire une erreur, ça veut dire faire un apprentissage. Est-ce que je suis la première à célébrer mes erreurs? Non, c'est très difficile de voir ça comme ça, j'en conviens. Par contre, plus on en fait et plus on apprend à tolérer aussi les émotions que ça nous fait vivre. Donc, on peut le percevoir un peu différemment. Et voilà, percevoir l'erreur comme un apprentissage. Donc, évidemment, développer sa pensée émergente, c'est une question d'attitude. Donc, c'est de changer un peu son mode de pensée. Donc, on va parler des fois d'indécision ou d'incertitude positive. Donc, c'est-à-dire de considérer ça, cette incertitude-là, comme une situation d'ouverture. Donc, tout est possible. Excitant, n'est-ce pas? De voir une situation d'anxiété comme une situation d'aventure. Alors, je suis la première, avant de donner une conférence devant 200 personnes, qui a de la difficulté à voir ça comme une aventure, j'en conviens, mais de changer son mode de pensée ou du moins de l'intégrer, ça peut permettre, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va apprendre. Donc là, il y a quelque chose d'excitant dans tout ça. Voilà, l'incertitude positive, c'est justement aborder cette période-là d'incertitude avec positivisme dans l'optique où l'ouverture est là et les possibilités y sont aussi. Donc, des qualités à développer justement pour développer cette pensée émergente. Ça, c'est des qualités qui ne perdront pas de leur pertinence, notamment dans le remplacement de nouvelles fonctions par de l'automatisme ou de l'informatique ou des robots ou quoi que ce soit. Il y a des qualités humaines qui sont dures à remplacer. La curiosité, l'intuition, l'ingéniosité, la créativité, l'imagination. Comment ça se traduit en recherche d'emploi? Ben moi, si j'ai quelqu'un qui me dit « J'ai envoyé 300 CV, ça ne fonctionne pas, je suis tannée d'envoyer des CV, bon, je sais qu'il faut que j'en envoie d'autres, mais j'en peux plus, ça fait 300 que j'envoie, je n'ai pas de retour. » Ben, peut-être que ça ne fonctionne pas, envoyer des CV.
qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? Est-ce qu'on peut essayer de se rendre sur place? Est-ce qu'on peut essayer d'aller voir sur LinkedIn? Est-ce qu'on peut essayer de parler à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille là? Est-ce qu'on peut essayer de visiter le site web? Bon, il y a toutes sortes d'autres choses qu'on peut essayer. On peut faire preuve de créativité, d'imagination. On va donner des exemples tantôt. J'ai des exemples assez créatifs pour s'insérer en emploi. Donc, favoriser toute prise d'action. Et là, je dis tout, crédibiliser tout, parce que c'est ça aussi, le hasard et le chaos, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, une conversation, une rencontre, un appel, une activité, une publication, un texto, de se rendre à l'événement carrière, c'est quelque chose que j'aurais proposé dans d'autres circonstances. Là, bon, on va essayer de voir c'est quoi les salons virtuels, etc. Crédibiliser toute rencontre. La prochaine personne rencontrée sera peut-être celle qui va vous amener là où vous le souhaitez. On ne sait jamais. Voilà. Donc, crédibiliser toute rencontre. Surmonter les blocages à l'action et la peur de faire des erreurs. Donc, comme on disait tantôt, en ne faisant pas d'erreurs, je n'apprends pas nécessairement. Donc, j'ai vu une citation sur Internet disant j'ai tellement appris de mes dernières erreurs que j'ai très hâte de faire la prochaine. Je ne suis pas rendue là. Par contre, effectivement, c'est là où il y a de l'apprentissage. C'est là où ça nous dit, bon, ben j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur le fonctionnement des entreprises? Qu'est-ce que ça m'apprend sur la recherche d'emploi au Québec? Donc, faire des erreurs nous apprend beaucoup de choses. Oui, voilà. Et ne pas prendre de décision, c'est une décision en tant que telle. Donc, d'essayer de regarder un peu les blocages à l'action. Tu sais, des fois, j'ai des gens, par exemple, qui vont être très réticents au réseautage. Ils vont dire, ben moi, je suis pas à l'aise d'aller parler aux gens, me mettre en situation de vulnérabilité, leur dire que je cherche un emploi. C'est une façon de voir les choses, c'est tout à fait légitime. Par contre, bon, est-ce que vraiment on se met en situation de vulnérabilité ou c'est pas juste une situation de curiosité, d'exploration? Tu sais, bon, est-ce qu'il y a manière de travailler? Tu sais, est-ce qu'il y a un blocage plus sérieux ou plus profond par rapport à ça? Donc, ça peut être à aborder aussi. Donc, j'aime bien cette petite phrase-là. On devrait tous faire au moins une erreur par jour parce qu'il crée l'expérience et l'apprentissage, mais c'est de faire la même erreur à tous les jours qui peut être un petit peu plus problématique. Donc, comme je le disais tantôt, prendre des risques, le rejet et l'échec sont des options envisageables. Donc, du rejet en emploi, c'est pas facile, j'en conviens. J'en ai vécu, vous en avez vécu. On est beaucoup à en avoir vécu. Par contre, en essayant de se protéger, de ne pas vivre ces émotions-là, ça ne nous apprend pas à les tolérer. Pour quelqu'un qui en a vécu quelques-uns, ben au moins, ça apprend à vivre avec cette émotion-là et tolérer mieux la prochaine fois, en plus de l'apprentissage. OK. Quelques pistes de questionnement, en fait, pour reconnaître l'apport du hasard dans nos vies. Quelles sont les actions exactes qui vous ont aidé à trouver votre dernier emploi? Donc, rarement, ce sont le traditionnel CV, lettres, retour d'appel, entrevue. Oui, c'est parfois comme ça, mais c'est rarement ça. D'essayer de voir aussi quel événement aimeriez-vous qui vous arrive et comment augmenter les probabilités que cela arrive. Donc, ça peut être quelque chose aussi d'essayer de voir, bon, ça, c'est mon objectif et voici comment je peux me rapprocher de mon objectif. Est-ce que si je me rends à tel endroit, est-ce que si je parle à mon voisin peut-être? Est-ce que si j'envoie un petit courriel à ma belle-mère? Est-ce que bon, il y a plusieurs actions qui peuvent nous rapprocher, même si ça ne paraît pas si évident que ça au départ. On peut se questionner aussi sur l'apport des événements imprévus dans nos rencontres amicales, dans nos rencontres amoureuses, dans nos activités découvertes. Donc, de se voir comment est-ce qu'on a reconnu l'opportunité dans tout ça. Je vais donner un petit exemple personnel. Évidemment, puisque je suis seule devant mon écran, je vais devoir utiliser les miens. Quand j'ai fait mon entrée sur le marché du travail après ma maîtrise, donc j'ai accepté un petit contrat de 3 mois. Donc, c'était un remplacement de remplacement.
un petit contrat de 3 mois qui n'était même pas, en fait, dans mon secteur d'expertise, finalement, puis qui n'était même pas dans ma région, en fait. Mais c'était ma première expérience et moi, toute fraîche de mes théories du hasard et des opportunités, je me suis dit, ben, qui sait sur quoi je peux tomber. Effectivement, mes proches me disaient, ben là, Marie-Noël, c'est 3 mois, tu vas faire quoi après ça? Tu retournes en recherche d'emploi? Bon, légitime comme questionnement. Et c'est souvent une inquiétude que mes clients ont. Ce contrat, en fait, m'a permis de rencontrer quelqu'un qui passait chaque semaine pour aider les élèves dans la recherche d'emploi, qui travaillait pour une organisation qui m'intéressait, qui travaillait pour un Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, en discutant avec cette personne, elle m'a parlé de sa collègue qui était enceinte. Oh, ding, ding, ding. Congé, maternité, peut-être qui s'en vient. Donc, j'ai contacté la directrice via LinkedIn, j'ai proposé ma candidature. Donc, elle a apprécié aussi la proactivité derrière cette action. J'ai obtenu un remplacement de maternité. Quelques mois plus tard, j'ai obtenu un poste permanent. Donc, en partant de ce petit 3 mois-là, dans un secteur qui n'est pas mon expertise, on arrive à mon objectif final qui est un poste permanent. Qui aurait pu le prédire? Mais si je n'avais pas attrapé l'opportunité, je ne l'aurais pas vu ni vécu. Le cas de Martine en cinéma, un autre cas assez parlant. Donc, Martine est quelqu'un que je connais qui travaille sur les plateaux de tournage. C'est pas un milieu facile à intégrer, je vous l'accorde. Donc, j'ai demandé, écoute, Martine, comment as-tu obtenu ton poste sur les plateaux de tournage? Donc, ce qu'elle m'explique, ce n'est pas mes études. J'ai un diplôme d'études collégiales en cinéma, mais ça a été plus ou moins ignoré dans cet objectif-là. Ce n'est pas non plus mon expérience. J'avais aucune expérience dans ce domaine. Elle dit, moi, c'était mon but. Je voulais travailler sur les plateaux. Je voulais être celle qui tient le panneau réfléchisseur, qui court à gauche, à droite, chercher les accessoires pour les acteurs. Je voulais être cette personne-là. Très bien. Donc, ayant cet objectif en tête, une sortie dans un bar, elle rencontre quelqu'un qui occupe ce poste-là, un poste qu'elle convoite en cinéma. Garde ses coordonnées. L'histoire ne dit pas. Le jeune homme avait peut-être des intentions qui dépassaient le contact professionnel. L'histoire ne nous dit pas. Martine garde ce numéro de téléphone-là précieusement, le rappelle, lui dit, écoute, tu m'as dit que tu travaillais en cinéma, j'aimerais faire ma place en cinéma. Le jeune homme lui dit, évidemment, ben ouais, mais non, j'ai rien pour toi. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Donc, il dit, ben non, j'ai pas de poste pour toi. Désolé, c'est très difficile d'intégrer ce milieu. Elle dit, très bien. J'aurais besoin, as-tu un bottin de l'actis? Donc, un bottin, un répertoire des gens qui travaillent dans ce secteur. Oui, j'ai ça. OK, parfait. Est-ce que je peux te l'emprunter? Oui. Donc, Martine se rend chez le jeune homme, va emprunter le bottin et photocopie toutes les pages. Va lui remettre. Elle a appelé les membres du bottin un par un. Un par un. A vécu 20 rejets, 30, 40, jusqu'à temps que quelqu'un lui dise, écoute, c'est très curieux que tu m'appelles, on a quelqu'un qui ne fait pas l'affaire, justement, puis on est un peu mal pris pour demain. Es-tu en forme? Oui. Es-tu prête? Oui. On a besoin de toi demain à 6 heures le matin. Très bien, je vais être là. Ça fait 10 ans qu'elle travaille dans le domaine. Est-ce que ça a pris du front? Oui. Est-ce que ça a pris une situation hasardeuse? Oui. Est-ce qu'elle a profité de ce hasard-là pour en faire pour la développer en opportunité? Oui aussi. Donc, en gros, ce que je dis, c'est de faire confiance à l'effet papillon. Donc, on arrive souvent dans notre vie professionnelle à se retrouver à un endroit qui... On arrive un peu au résultat de nos décisions passées, mais on arrive aussi au résultat du hasard. Donc, des hasards qu'on a vécus dans le passé. Alors, un battement d'aile peut provoquer un typhon ou un tsunami. Donc, c'est des choses qui se voient. Être à l'affût et être conscient de son environnement. Donc, comme j'ai dit tantôt, essayer de reconnaître l'opportunité, juste de rester conscient que tout peut être une opportunité potentielle. Et voilà, de rester ouvert et attentif aux opportunités, sans oublier de se préparer, bien sûr. Tout le reste, on ne l'oublie pas. Toutes les techniques de recherche d'emploi, toutes les méthodes, les théories, on ne l'oublie pas, bien sûr, mais on essaie de balancer les deux, de garder en tête que le hasard est partout.
Alors, merci beaucoup pour votre écoute active et je vous souhaite une très belle fin de journée.